Oui, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de voir une salle pleine pour cette seconde plénière consacrée au sevrage tabagique. Qui, quand, comment, où. Donc nous avons un grand nombre de questions à aborder et nous avons la grande chance d'avoir deux intervenants extrêmement productifs en termes d'études, qu'il s'agisse d'essais randomisés ou d'études en vie réelle. Et je vais déjà donc donner la parole au professeur Matthew Carpenter, qui travaille donc dans le domaine des addictions, dans le département de psychiatrie et de sciences comportementales de l'université médicale de Caroline du Sud à Charleston, aux États-Unis. Donc, je vous laisse la parole pour ce qu'on appelle le nicotine sampling, c'est-à-dire des petits kits, des tests qui permettent d'essayer les produits d'aide au sevrage tabagique, non seulement le nicotine sampling, mais aussi tout ce qui relève des essais de cigarettes électroniques combinés ou non à des traitements validés d'aide au sevrage tabagique. La présentation s'intitule « Aider les fumeurs à arrêter, quels moyens, produits et priorités ?» Je parle de mon bureau ce matin. J'aurais aimé être avec vous à Paris. Malheureusement, je ne peux pas être présent. Donc, on va y aller. Diapo suivante. Donc, en introduction, je voudrais dire que je suis professeur au département de psychiatrie et sciences comportementales à l'université de la Caroline du Sud. Je reçois des honoraires de Pfizer et d'autres sociétés pharmaceutiques. Voilà mes conflits d'intérêts. On va parler de la Varenicline. Et donc, vous avez ici la liste de mes potentiels conflits d'intérêts. Les intervenants précédents ont fait cela mieux que je ne le pourrais, mais voici quelques données concernant le tabagisme en France. Et ceci est presque une répétition de ce que vous avez vu dans l'intervention précédente. Il y a une prévalence de 24% de tabagisme quotidien, avec le chiffre total que vous voyez ici. Ce que je retire ici, ce sont les lignes relativement plates jusqu'en 2016. Donc, la prévalence du tabagisme est un petit peu plus élevée en France par rapport aux États-Unis, mais il y a une tendance récente à la baisse. Je vais parler de ce qui guide notre projet de recherche dans mon équipe. En gros, comment est-ce qu'on peut obtenir de plus de fumeurs, de tenter d'arrêter de fumer et plus tôt. Je vais parler de trois options. Je vais parler d'un échantillonnage de médicaments avec des traitements substitutifs au tabac ou la varenicline et les cigarettes électronique dont l'intervenant précédent a parlé rapidement. Alors, le medication sampling, l'échantillonnage de médicaments, de quoi s'agit-il? Il s'agit de proposer un traitement court, 15 jours, avec un ou plusieurs médicaments destinés à aider à l'arrêt du tabagisme. Il y a les fumeurs qui veulent arrêter de fumer, ceux qui ne veulent pas arrêter le tabagisme. Nous prenons toutes les différentes personnes dans notre échantillon. Et donc, les personnes, nous prenons les personnes qui sont prêtes à arrêter. Il s'agit de toutes sortes de métaphores. On peut décider de tout arrêter, on peut faire un essai d'abstinence, etc. Il y a tous les cas de figure. On a fait plusieurs études avec des traitements substitutifs au tabac.
à la nicotine. Et là, il s'agit d'une étude réelle, en vraie vie. Et on a fait une étude randomisée, contrôlée d'un cluster en Caroline du Sud, dans un contexte de soins primaires. Le standard, c'était ce qu'on a proposé, c'était le standard care, le traitement standard. Ce qui se faisait habituellement dans la moitié des établissements et dans l'autre moitié des établissements, il s'agissait également du standard care plus traitement substitutif à la nicotine, un traitement de 15 jours de nicotine, de patch et de gomme à sucer. Donc, les personnes venaient pour une autre consultation et ont été identifiées comme fumeurs et ont été inclus dans l'étude. Et ils ont reçu ou pas le traitement substitutif avec les soins standards. Donc, c'est une intervention qui durait 30 secondes, pas plus, au moment de la consultation. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir une motivation à l'arrêt du tabagisme et les personnes ont été suivies sur 6 mois. Jusqu'à 6 mois. Donc, je ne vais pas passer en revue tous les résultats, mais ceux-ci sont ceux que je considère comme les plus importants. On a fait une tentative d'arrêt en 1 mois, une tentative dans les 6 mois, un arrêt de 24 heures, et les accidents, les récidives à 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Et l'abstinence flottante. Il s'agit d'une période de 7 jours sans tabagisme d'affilée pendant la durée de l'étude, donc flottante au cours des 6 mois. Tous les résultats ne sont pas significatifs, certains le sont. Mais ce qu'on voit, c'est que les taux d'abstinence sont bas. Il s'agissait d'une intervention légère, mais dans pratiquement tous les cas, l'effet de fournir un sachet de traitement de substitution à la nicotine améliorait les résultats. Et les taux d'abstinence se sont accrus au fil du temps, et ça, cela nous a surpris. Puisqu'on avait inclus des fumeurs qui avaient une faible motivation à l'arrêt du tabagisme et d'autres avec une motivation forte, on a essayé de faire une étude de sensibilité de nos résultats. Et donc, il y a plusieurs choses à noter. Ces comparaisons de traitement sont non significatives, mais vous voyez les comparaisons statistiques. Les taux absolus d'abstinence et tentatives d'arrêt étaient plus élevés chez ceux qui avaient une forte motivation à l'arrêt. Sur la ligne du bas, vous voyez 29 et 31 par rapport à 14 et 18 pour ceux qui avaient une faible motivation. Mais ceux qui avaient une faible motivation à arrêter avaient les mêmes résultats, en gros, que ceux qui avaient une forte motivation à arrêter. Ce qui veut dire qu'on n'aide pas seulement les fumeurs qui veulent déjà arrêter, on aide les fumeurs qui n'ont pas envie d'arrêter et on les amène à l'arrêt du tabac également. Et si ça vous intéresse, on a eu un certain nombre de résultats. À la suite de cet essai clinique, il y a eu des publications secondaires. Je n'ai pas le temps de passer tout en revue aujourd'hui, mais dans la veine de l'échantillonnage des médicaments et le fait de proposer véritablement quelque chose aux fumeurs pour les motiver à arrêter, pour les aider à arrêter, on a proposé la Varenicline. Alors, il y a des discussions, mais
il est possible que la varénicline soit disponible sans ordonnance aux États-Unis et c'est le meilleur médicament que l'on ait à l'heure actuelle pour l'arrêt du tabagisme. Et on a vu que c'était non seulement efficace, mais sûr. Et donc, à gauche, je dis, ça vaut la peine de l'essayer. Mais c'est encore soumis à ordonnance pour la prescription et cela doit être supervisé par un médecin. Le dosage est complexe et il se peut qu'une utilisation ad libitum soit inefficace et il y a des préoccupations quant à la sécurité. Est-ce que ça vaut la peine de l'essayer? La question est posée. Et il y aura bientôt une publication à ce sujet, quant à savoir si ça vaut la peine de l'inclure dans l'échantillon de traitement. Alors, un commentaire à propos de cette étude. Toutes ces études étaient remote dans la mesure où les fumeurs ne venaient pas à nous. On a fait des études qui concernaient ailleurs dans notre État et ailleurs dans les États-Unis. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est important dans le contexte du Covid où les fumeurs n'ont pas accès en présentiel, si on peut dire. Il faut qu'on apporte le traitement à ces personnes. Et il faut leur apporter le traitement de manière proactive. Donc, on avait inclus des fumeurs qui souhaitaient arrêter et d'autres qui ne souhaitaient pas arrêter. Et on a donné un mois de traitement, 56 comprimés de varénicline. Et l'intervention était légère. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez arrêter un jour si vous voulez. Vous pouvez reprendre. En tout, il n'y avait pas plus d'une page qu'on leur a de texte qu'on leur a fourni avec le médicament. Et en fait, comme je l'ai dit, ils ne sont pas venus au cabinet et ils ont été suivis pendant 12 semaines. Donc, à gauche, on a la motivation pour arrêter. Vous voyez qu'au départ, les groupes étaient comparables entre la varénicline et le groupe témoin, le groupe de contrôle. Et l'administration de la varénicline a augmenté la motivation et a augmenté la confiance. Donc, il y a un effet significatif sur la période du traitement. Qu'en est-il du changement dans le tabagisme? On le voit à droite. Vous voyez ceux qui ont reçu un traitement de varénicline par rapport aux autres et la réduction s'est poursuivie sur les 3 mois qui ont suivi. Donc, vous voyez un effet significatif à la 4e semaine, à la 8e semaine et à la 12e semaine à 3 mois. Donc, 36 par rapport à 12% dans chacun des groupes et ont pu réduire leur tabagisme. Alors, qu'en est-il des résultats au niveau de l'arrêt? Vous voyez la répartition. Il ne faut pas surinterpréter ces résultats. Dans tous les cas, donner un échantillon gratuit de varénicline a conduit à un taux de tentative d'arrêt plus élevé et d'une abstinence du tabagisme plus élevée, quelle que soit la définition. Avant de poursuivre, je dirais que nous sommes sur le point de commencer une étude à l'échelle des États-Unis en entier pour la varénicline et on est très enthousiaste. Je voudrais parler d'une autre possibilité pour aider les fumeurs à arrêter.
Et que se passe-t-il si on donne à ces fumeurs des cigarettes électroniques à essayer? La plupart des fumeurs étaient d'accord qu'elles sont moins nocives que les cigarettes traditionnelles. Alors, on n'est pas en train de dire ici que les cigarettes électroniques sont sûres, elles sont plus sûres. On n'a pas encore vu les données sur la mortalité, mais il y a réduction, en tout cas pour ceux qui ont complètement abandonné les cigarettes au profit des cigarettes électroniques. Donc, les résultats sont plus efficaces que les patchs, donc c'est peut-être un meilleur substitut aux cigarettes que le patch. Il a fait des études cliniques et il semblerait que ces études sur les cigarettes électroniques montrent que les cigarettes électroniques aident les fumeurs à réduire ou à arrêter. Donc, je vais vous parler de notre étude. Je vais parler des études cliniques dans un instant, mais je voudrais aller un petit peu plus loin et voir ce qui se passe en France. J'ai trouvé une étude de cohorte intéressante. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, il s'agit d'une publication récente. Les données ne vont que jusqu'en 2015. La cible se déplace très rapidement et les données de 2015 sont un petit peu anciennes, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Il s'agit d'une étude de cohorte d'un grand nombre d'utilisateurs de cigarettes électroniques et de non-utilisateurs. Et on a regardé les changements de comportement en fonction de leur utilisation de la cigarette électronique. Il y a eu un nombre important du nombre de cigarettes fumées par jour et un taux d'abstinence plus élevé par rapport à ceux qui n'utilisaient pas la cigarette électronique. Il s'agit d'une étude de cohorte, un échantillon qui s'est auto-sélectionné, si l'on peut dire. Donc, il faut faire attention aux conclusions. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que les rechutes et le retour aux cigarettes classiques était plus élevé chez ceux qui avaient utilisé les cigarettes électroniques. Donc, c'est une mise en garde qui peut indiquer qu'il y a peut-être un risque de rechute plus important chez ceux qui ont utilisé les cigarettes électroniques. Là, on a comparé les cigarettes électroniques par rapport aux substituts de la nicotine. On constate que les cigarettes électroniques ont conduit à un taux d'abstinence plus élevé, quelle que soit la manière dont on étudie le problème. L'autre étude pragmatique importante qui a attiré notre attention, c'est celle de la Nouvelle-Zélande, où il y avait une randomisation vers des patchs il y avait différentes catégories que vous voyez ici, les patchs plus la nicotine et la cigarette électronique, les patchs plus une cigarette électronique sans nicotine, etc. Et donc, vous voyez que les taux sont en faveur de l'une des catégories. Là, le patch seul, c'est semblable à la première étude. On voit des taux plus élevés d'abstinence sur les différentes mesures avec l'utilisation de la cigarette électronique nicotinisée. Là, on a donné aux fumeurs un produit dans le but de les aider à arrêter et on leur a donné des conseils en cours de route. Et donc, notre conclusion est qu'on a besoin d'une étude naturaliste.
On leur a dit, utilisez le produit si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, c'est à vous de voir. C'est vous qui décidez. Et donc, il faut étudier les schémas d'utilisation et d'autres schémas de comportement. Cette étude devrait se faire avec les cigarettes électroniques les plus évoluées sur le marché. Et donc, on n'y est pas encore tout à fait. On a fait une étude naturaliste que je vous montre ici, une étude plus limitée. Nous avons randomisé entre cigarettes électroniques et pas de cigarettes électroniques qui étaient remises aux fumeurs. Ça date un petit peu. Et il s'agissait des cigarettes de type cartouche, ce qu'on appelle les Blue. Et en cours de route, la puissance a diminué, l'augmentation de la nicotine, la quantité de nicotine a augmenté. Donc on a l'ancienne Blue et la New Blue, la nouvelle Blue, qui est plus fortement nicotinisée. Vous voyez les changements dans le nombre de cigarettes par jour. Recevoir une cigarette électronique et l'utiliser de manière naturaliste réduisait le nombre de cigarettes consommées avec la cigarette électronique. Recevoir la nouvelle cigarette électronique, la plus fortement dosée, a conduit à une réduction de 50%. Et là, on voit les tentatives d'arrêt pendant 24 heures et l'abstinence, si elle a été obtenue, et l'abstinence flottante et l'abstinence ponctuelle. C'est une étude pilote et on a un certain nombre de différences qui ne sont pas significatives, mais c'est une indication très forte que lorsqu'on donne une cigarette électronique à un fumeur pour qu'il l'essaye, cela conduit à un taux de cessation qui est tout à fait naturaliste, comme nous disons. Donc, nous allons le refaire. On est au milieu de cela. Et les cigarettes électroniques sont bien acceptées, conduisent à un arrêt partiel ou une substitution partielle par rapport au tabagisme. Il y a un intérêt un intérêt accru pour une utilisation ou un achat futur et une tendance vers plus d'arrêt. Alors, qu'adviendrait-il si on avait une cigarette plus récente, plus nouvelle? C'est le sujet de notre étude Connect qui est en cours. Nous souhaitons arriver à 660 fumeurs. Nous en avons enrôlé 504 et il s'agit de goûts multiples. Le système à réservoir, le SREC de l'ANIDA. L'étude est en cours. Je ne peux pas rentrer dans le détail du suivi. On n'a pas tous les détails, mais je peux vous donner une première indication et c'est très intéressant. Le pourcentage de fumeurs qui ont pu arriver à une réduction de 50% dans leur tabagisme, en fait, 40% ont pu réduire par rapport à 10% dans le groupe témoin. Donc, que devons-nous faire en tant que fournisseurs de soins de santé? Il faut aider les fumeurs à arrêter avec un certain nombre de choix que nous leur proposons. Il est assez difficile de trouver ce que font les médecins pour encourager les gens à fumer, mais cette étude date un petit peu, mais a priori, on voit que les médecins ont un avis plutôt favorable de ce que les cigarettes électroniques peuvent faire ou ne pas faire. Quelle est leur confiance pour parler à leurs patients à propos du tabagisme? Et on voit des différences. Et j'ai presque terminé.
Pour les fumeurs qui ne sont pas encore prêts à arrêter, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend qu'ils lèvent la main et qu'ils disent « oui, je veux arrêter de fumer » ou est-ce qu'on fait quelque chose quand même? Mon point de vue, vous avez compris, c'est qu'un traitement actif devrait être proposé à tous. Et il y a une chose qui a attiré mon attention il y a des années, mais on a pris un groupe de fumeurs et on a divisé le groupe en deux. On a demandé à la moitié d'entre eux quelle est votre motivation pour arrêter. Et vous voyez la répartition. L'autre moitié, on leur a dit est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un patch de nicotine gratuit? Et après, on leur a posé la question de la motivation. Et voyez le changement dans la motivation, simplement en fonction de ce qui leur a été proposé, un produit gratuit. Donc, la motivation est fluctuante. Et on peut la faire évoluer. Et la Société thoracique américaine a posé une question chez les dépendants au tabac adultes qui ne sont pas encore prêts à arrêter. Il y a une recommandation qui est qu'il faut recommander un traitement à la varénicline plutôt que d'attendre que les patients soient prêts à arrêter l'usage du tabac. Donc, les conclusions générales, les traitements existants pour l'arrêt du tabagisme sont limités en termes de nombre, en acceptation et combien de fumeurs les utilisent, et ils sont limités en résultats. Quel est le taux de succès de ces aides à la cessation du tabagisme? Un grand nombre de fumeurs ne font pas de tentatives pour arrêter. Et la motivation, comme je le dis, est fluctuante et peut être induite. Le medication sampling est une méthode concrète, pragmatique et évolutive. Les cigarettes électroniques ont un résultat similaire, mais les preuves sont moins claires. Et les fumeurs continuent à s'intéresser à des options plus nouvelles, des produits plus nouveaux et de nouvelles manières d'administrer le traitement. Et nous devrions satisfaire ces demandes rapidement. Je voudrais remercier tout le monde. Dans mon équipe, vous ne les connaissez pas, mais moi je les connais. Et ce sont toutes les personnes qui ont apporté à notre étude son succès. Je ne sais pas s'il faut que je réponde aux questions maintenant ou si je reste en ligne pour répondre aux questions après l'intervenant suivant. Eh bien, merci beaucoup. Nous avons le temps pour quelques questions maintenant. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir si, en termes d'automédication, la varénicline, s'il n'y a pas eu des problèmes avec cette automédication. C'est moi qui traduis ou non? Question excellente. La question était est-ce qu'il y a des problèmes avec la varénicline et son utilisation en automédication? La réponse est non. C'était modéré. Les gens ont suivi le cadre de la posologie qu'on leur avait suggéré. Personne n'en a utilisé plus. Il y a eu des effets indésirables, mais cohérents avec les essais. La nausée, l'insomnie étaient les effets secondaires principalement évoqués, mais rien ne nous a surpris. Et le manuscrit que nous avons, qui est presque prêt à aller à l'impression, parlera de la sécurité de l'utilisation de la varénicline de cette manière, plus en détail. Moi, j'ai une question sur est-ce que vous privilégiez plus donc le nicotine, ou varénicline sampling ou e-cigarette sampling plutôt que la gradual quitting? Parce que, en fait, beaucoup de personnes... Oui. Oui, alors, qu'il s'agisse de cigarettes électroniques, varénicline, etc., par rapport à l'arrêt progressif,
Je n'ai pas vu cette stratégie par rapport à l'arrêt progressif. On a constaté que la réduction du tabagisme lui-même, elle-même augmentait la motivation, la confiance, etc., et conduisait à l'arrêt. Mais moi, j'ai pris la deuxième fois parce qu'elle est immédiate, on peut l'activer immédiatement, la mettre en place immédiatement, mais il y a un potentiel important dans la réduction progressive en préalable à l'arrêt. Et la littérature le mentionne également. Donc, nous allons passer à l'exposé suivant. C'est le tabagisme pendant la grossesse, donc une question qui reste problématique. Et nous allons donc inviter le professeur Tim Coleman, qui se trouve au Royaume-Uni, qui est professeur de primary care. Donc en France, c'est professeur de soins de santé primaire, donc à l'université de Nottingham, et qui s'occupe du groupe de recherche sur l'arrêt du tabac pendant la grossesse, avec de très nombreuses publications sur ce thème. Donc bonjour professeur Coleman, j'espère que vous nous entendez bien. Please, if there is something wrong, s'il vous plaît, s'il y a un problème, n'hésitez pas à intervenir, à nous le dire. Thank you. Je vous remercie. I can hear everything. Eh bien, j'entends très clairement ce qui est dit. Je suis désolé, je parle seulement un peu français. Je blâme le système éducatif anglais. Thank you very much for allowing me to speak to the conference. I know this is a generalist addictions conference, so I'm going to keep this quite a simple talk, talking about the scale of the problem of smoking in pregnancy, the kinds of women who experience the problem, and what can be done about it. Next slide, please. So first of all, this slide summarizes some of the harms that can be caused by smoking in pregnancy. Not all of them, by any means. For all of the morbidities listed on this slide, there are dose-response relationships between smoking in pregnancy and then these developing in the baby or the infant. Obviously, dose-response relationships aren't always causal, but the two problems in yellow, low birth weight and admissions of small babies to special care, are both problems which, when women stop smoking in pregnancy, the incidence of these illnesses are reduced. And there is strong systematic review evidence of randomized controlled trials showing that this is the case. So there's incontrovertible evidence that for these two very serious problems, smoking in pregnancy directly causes them. And we all know that the smallest babies are the sickest babies, and these babies are those which grow into infants and adults with the biggest health problems. So next slide, please. Smoking in pregnancy is still a very prevalent behaviour. The highest prevalences are noted in Ireland, Bulgaria and Uruguay. And generally in developed nations, there are still quite high levels of smoking in pregnancy. And there are low levels in newer economies, such as in Africa and the Western Pacific, but drug companies, tobacco industry is targeting women and trying to encourage smoking in these areas. In France, a systematic review published in The Lancet suggested that the prevalence was around 19%. That may seem like a high figure to some in the audience, and the same review suggested slightly high prevalence in the UK, and that could just be because the studies that were reviewed were a little bit old. But nevertheless, whether it's 10%, whether it's 20%, any smoking in pregnancy causes a lot of harm, not just for the woman, but for the baby, of course. Next slide. Next slide, please.
Could you move to the next slide? Thank you very much. So I want to spend a little bit of time just thinking about what kinds of women smoke in pregnancy. And the data on this slide comes from Scotland in 2016, and it would be probably typical of any developed economy like France, like England, like Wales, for example. And if you look towards the left-hand side of this figure, the bar at the very left represents the most deprived smokers, the most deprived women, most economically deprived women, and you'll see that smoking rates are highest in the most economically deprived and fall as women become less deprived. So not only are the harms directly caused by smoking influencing infants, also the harms caused by deprivation and all the social difficulties which go with that can make it very difficult for women to stop smoking. Next slide, please. Don't believe people who say that pregnant women don't really want to stop smoking. This slide illustrates the level of spontaneous stopping of smoking which goes on in pregnancy, and it uses data from a 5-yearly survey which used to be conducted in the UK, but the UK government has stopped doing this survey for not particularly great reasons. The top figure shows the number of women who reported smoking at the start of pregnancy or before pregnancy in each survey, and the blue line below shows the number who report smoking during pregnancy. And press next slide button, please. What this shows that, albeit with self-reported data, 50% of women report stopping in pregnancy, which is a massive level of motivation, and it seems that pregnancy is the one event in people's lives that motivates them to stop smoking more than any other. So it's interesting to find that lots of women say they stop smoking in pregnancy, but when does this stopping happen? So the next slide will show us a little bit of information about that. Next slide, please. I'm going to show a series of slides which use data from a longitudinal survey which assessed women or asked women questions about smoking in early pregnancy, in late pregnancy, and 3 months after they've given their baby's birth in the postpartum. On all of these slides, the early pregnancy data appears at the left and the postpartum data at the right. And what this slide shows are the reported smoking rates from the same group of women with data corrected for longitudinal attrition in early, late pregnancy and the postpartum. And that's the top line in black. What you see from the top line is that there's not a lot of movement in terms of stopping smoking between early and late pregnancy, but there's a lot of relapse to smoking in the postpartum. There's no confidence intervals on the slide, but if there were, you'd see overlap between the early and entre le début de la grossesse et la grossesse avancée, alors qu'après, il y a une différence entre la grossesse avancée et les suites de couches. Vous voyez en bleu le nombre des femmes dans les mêmes étapes de la grossesse qui ont expliqué qu'elles avaient essayé d'arrêter de fumer dans la semaine avant d'être interrogées pour l'enquête. Vous remarquez que pendant la grossesse, jusqu'à 50% des femmes, la moitié des femmes qui étaient interrogées ont essayé à un moment ou à un autre dans leur grossesse d'arrêter de fumer. Mais en fait, même si la moitié des femmes ont essayé d'arrêter de fumer, ces essais ne se traduisent pas par un arrêt véritable, parce qu'il n'y a pas de changement dans la ligne du haut du diagramme. Vous remarquez également que le désir de vouloir d'arrêter chute considérablement avec les suites de couches. Je voudrais me concentrer un petit peu plus sur la récidive une fois que la grossesse est intervenue. Vous voyez ici la proportion de femmes qui rechutent et qui recommencent à fumer après la grossesse. Vous voyez la colonne de gauche, nous voyons que sur les femmes qui ont fait état de ne pas avoir arrêté de fumer pendant le début de la grossesse. Non, je vais recommencer. Vous voyez la prévalence déclarée de tabagisme pendant la
la grossesse. C'est un petit peu comme la ligne noire que je vous ai montrée dans la diapo précédente. Vous voyez qu'environ la moitié des femmes disent qu'elles fumaient pendant la grossesse et ça augmente jusqu'à 2/3 après la grossesse, une fois, et rechute considérable 3 mois après l'accouchement. Next slide, please. Looked at another way, On peut regarder les choses d'une autre façon, une étude systématique in pregnancy, and found that almost half of the women who a montré que pratiquement la moitié des femmes qui avaient arrêté stopped smoking in pregnancy après avoir eu un accompagnement, pratiquement la moitié d'entre elles ont recommencé à fumer après l'accouchement. once they've managed to stop in pregnancy. Next slide, please. Donc 43% des femmes avaient recommencé 6 mois après l'accouchement. Smoking after pregnancy. This slide considers Ici, on considère la durée de temps pendant laquelle les femmes sont restées abstinentes, n'ont plus fumé so if you look at the après l'accouchement. Si vous regardez la colonne de gauche, the shortest of the blue columns, la colonne donc la plus courte, at the earlier c'était des femmes pregnancy reported that they qui ont fait état du fait qu'elles avaient arrêté de fumer avant même que la grossesse ne commence. Lorsque les femmes arrêtent de fumer dans les 3 mois avant le début de la grossesse, moins de 20%, seulement 17% recommencent à fumer après l'accouchement. women later in pregnancy who say Les femmes qui ensuite ont dit oui, on a arrêté de fumer, mais uniquement une fois qu'on était tombé enceinte. Ça, c'est la colonne du milieu. 34% d'entre elles ont déclaré après qu'elles avaient recommencé à fumer après l'accouchement. Et les femmes around 40%, even though they had stopped late in pregnancy. qui se sont arrêtées de fumer après le jour de référence, 42% ont dit qu'elles avaient recommencé à fumer après l'accouchement. Avoid a addictive behavior, the more likely they are to remain abstinent longer term. Next slide, please. And again, next slide. Donc, Thank you. So, how can we help pregnant women? donc comment pouvons-nous aider les femmes enceintes à arrêter de fumer? Next slide, please. What this slide shows Ici, nous voyons reported use, pregnant women's reported use. l'usage auto-reporté des femmes enceintes, du soutien qui leur est offert au Royaume-Uni. Ça provient d'une enquête semblable auprès des personnes. Si nous voyons à gauche le nombre des femmes, le pourcentage de femmes qui ont dit qu'elles utilisaient des formes différentes de soutien, d'accompagnement pour arrêter de fumer, d'abord au début de la grossesse, ensuite du début jusqu'à la fin de la grossesse et dans la colonne de droite, les colonnes de droite après l'accouchement. So what you see Ce que vous voyez, c'est que pendant toute la grossesse au Royaume-Uni, où il y a un soutien possible, il y a des services d'aide qui sont possibles, les femmes utilisent surtout ces soutiens et ces aides pendant le début de la grossesse. offers in early pregnancy to catch women Alors, les systèmes sont conçus pour cela, pour avoir le plus gros impact au début de la grossesse. Et on pourrait dire que si on offre du soutien vers la fin de la grossesse, les femmes ne le prendraient peut-être pas, n'accepteraient pas cette option. no matter how frequently it is offered. But I just want to tell you quickly Mais je voudrais vous dire, some studies in the UK that je vous parlais d'une étude au Royaume-Uni qui a montré qu'en fait, ce n'était pas le cas. Ce qui se passait, par exemple, si systématiquement on offrait un soutien between the entre left-hand column, la colonne de gauche et la colonne du milieu, very beginning of pregnancy, c'est-à-dire après le début de la grossesse, mais avant la fin du terme, est-ce que les femmes accepteraient de l'aide pour arrêter de fumer à ce moment-là? so one way to do that Eh bien, une façon d'envisager les choses, c'est d'offrir des orientations de opt-out, setting c'est-à-dire c'est le système par défaut du système de sécurité sociale pour offrir ces services d'aide à l'arrêt du tabagisme pour les femmes qui sont enceintes. Au Royaume-Uni, ce système d'offrir un soutien a fait l'objet d'un projet pilote. Les femmes soufflaient dans un moniteur de CO, comme vous le voyez à droite, et ça a été pratiqué dans le Nottinghamshire. On a regardé l'impact des services normaux, des services antinataux normaux
Et même avec ces services antinatals, il y avait une approche systématique en vue d'identifier les femmes qui fumaient et voir si elles voulaient arrêter de fumer. Ensuite, on voit dans la diapo suivante le résultat de ce processus dans cette étude. Dans ce projet pilote plutôt. À gauche, nous voyons l'effet d'avoir ces orientations et vous voyez le nombre de services qui ont été acceptés en vert par rapport à ce qui était accepté avant en rouge. Et vous voyez qu'il y a une augmentation. Il y a eu aussi un doublement des femmes qui ont fixé une date pour arrêter de fumer, c'est la colonne du milieu, et à droite, nous voyons les effets sur le nombre de femmes qui ont déclaré qu'elles avaient arrêté de fumer à 4 semaines. Et ça, c'est une différence donc significative, comme vous le voyez, par les tests statistiques. Donc, offrir un soutien, un support systématiquement fera que les femmes vont mieux l'accepter et vont accepter cette intervention. Je m'excuse. Peut-être qu'il y a trop de... C'est une diapo qui paraît un peu vieillotte, mais ça vous montre le type d'intervention que l'on peut offrir aux femmes enceintes et interventions qui sont efficaces une fois que les femmes ont accepté le soutien pour arrêter de fumer. Donc, principalement, le soutien socio-psychologique, le counseling. Ensuite, le soutien le plus important, c'est le traitement substitutif nicotinique. Et en dépit de l'utilisation croissante de ce type de thérapie, de ce type de traitement, et, même à l'extérieur de la grossesse, il n'y a eu que 9 essais randomisés avec témoins là-dessus. Et puis, il y a des incitations financières qui pourraient fonctionner, et c'est-à-dire des bons qui pourraient être donnés aux femmes pour les encourager à arrêter de fumer pendant la grossesse. Il y a en fait un seul essai qui est en cours, qui a été effectué, un essai randomisé sur cette question des incitations financières. Donc, ce n'est pas beaucoup d'interventions. Si je vous montrais des interventions pour les personnes non enceintes, on ne pourrait pas les mettre toutes sur la même diapositive. Alors, je vais vous parler maintenant du traitement substitutif nicotinique. C'est un exemple. Ça peut être utilisé comme exemple des difficultés pour obtenir un traitement efficace pendant la grossesse. Donc, je travaille depuis le début des années 2000 sur ce sujet du tabagisme et de la grossesse. Au départ, il y avait beaucoup de craintes. On se disait que peut-être que la nicotine utilisée dans la grossesse était dangereuse et encore peut-être plus dangereuse que de fumer. Mais on peut dire que maintenant, il faut considérer si cette sécurité, bien sûr, est une sécurité toute relative par rapport au fait de cesser de fumer. Donc, avec le traitement substitutif nicotinique, il est facile de voir qu'il n'y aura probablement pas d'effets délétères supplémentaires provenant de la nicotine et que les effets délétères qui sont supprimés causeront ou conduiront à des bénéfices considérables. Donc, même au début du siècle, on pensait déjà que ce traitement substitutif à la nicotine serait avantageux par rapport au tabagisme. Vous voyez que pour les autres traitements comme le bupropion, c'est probablement le cas. On pourrait toujours dire qu'il y a des effets délétères plus graves que le simple fait de fumer, mais ce n'est pas le cas avec la nicotine. Une autre question avec la grossesse, c'est qu'en général, le métabolisme de tout un tas de produits augmente, le taux métabolique augmente avec la grossesse et la nicotine est un des produits pour lesquels le taux de métabolisme, la vitesse de métabolisme augmente. Ne pensez pas à l'axe, regardez pas l'axe vertical et ce qu'il veut dire en fait, ce que là vous dit, ce que la mesure ici, c'est la vitesse du métabolisme de la nicotine.
Et vous voyez donc en gris, c'est dans le cadre après la naissance, après l'accouchement. Vous voyez que le métabolisme de la nicotine est accéléré pendant la grossesse. Il est très probable que pendant la grossesse, les femmes auraient besoin d'une dose plus élevée de nicotine pour les aider à arrêter de fumer. Et ça, c'est une question qui explique peut-être pourquoi il a été difficile de trouver des essais positifs d'essais randomisés avec témoins pendant la grossesse sur ce sujet. Là, ça résume les constatations, les conclusions les plus écartes sur l'efficacité du traitement substitutif tabagisme sur les femmes enceintes, mais moins de 3000 femmes ont participé. En bleu, vous voyez les résumés à partir de tous les essais qui avaient été réalisés. Le taux était, le RR était de 1,37. Ça reflète peut-être le fait que pendant la grossesse, on a besoin de taux supplémentaires, de concentration supplémentaire en nicotine et que ceci n'a pas été intégré dans les essais. Pour les essais randomisés contre placebo, l'effet d'efficacité n'a pas de signification statistique, n'atteint pas la puissance statistique. Mais pour les essais sans placebo, il y a plus de biais et l'effet placebo entre en jeu. Là, l'effet est plus marqué et une composante importante de l'efficacité apparente de ce traitement substitutif est montré dans les essais randomisés sans comparaison avec placebo. Donc, ces essais ont été effectués au cours des 20 dernières années depuis le fait qu'il y a un consensus pour lequel le traitement substitutif est moins dangereux pour les femmes enceintes que la grossesse. Un de ces essais a été effectué sur des femmes qui fument. J'ai choisi de regarder comme facteur le poids à la naissance. Le poids à la naissance permet d'avoir une bonne puissance statistique lorsque l'on considère les méta-analyses. Et vous voyez dans les casiers que la meilleure estimation quant à l'impact de ce traitement substitutif sur la grossesse, c'est que l'on arrive à un bébé de 99 grammes plus lourd, qui pèse plus, mais il n'y a pas de signification statistique pour cette constatation. Donc, on ne peut pas dire avec conclusion que le traitement substitutif donné aux femmes qui fument se solde par un bébé qui a un poids plus élevé. Mais là, les essais comptent. C'est quand même une diapo positive à vous présenter. Ça vous montre qu'il y a des bénéfices à utiliser le taux substitutif dans la grossesse quant aux résultats sur le poids à la naissance. Et ensuite, on passe à deux autres diapos. Je voulais vous montrer cette diapo qui provient du seul essai sur l'arrêt du tabagisme dans la grossesse, qui a ensuite suivi les enfants après la naissance. Et avec le traitement substitutif randomisé pour les femmes qui avaient donc qui avaient reçu un traitement substitutif, il y avait un pourcentage plus important d'enfants qui ont suivi, qui ont donc eu aucun problème de santé. Ça atteignait 72%, alors que dans le groupe placebo, c'était 65%. C'est une information qui rassure. Donc, nous avons une intervention qui semble être efficace, qui semble être bénéfique pour l'enfant par rapport au tabagisme. Il y a beaucoup d'informations au Royaume-Uni montrant que les femmes enceintes, en fait,
n'aiment pas utiliser donc, le traitement substitutif. On a vu qu'il y avait une antipathie quant à la nicotine plutôt que vis-à-vis du tabagisme. Ils avaient peur de l'aspect sécurité. Donc, il est important de pouvoir persuader les femmes qui sont enceintes d'utiliser un traitement médicamenteux. Et donc, je vais vous parler maintenant de travaux que nous sommes en train de faire au Royaume-Uni. Un groupe de chercheurs autour de Nottingham et auprès d'autres universités, mais comprenant par exemple l'expert français Yvan Berlin, nous travaillons à un programme de travail où nous considérons les raisons pour lesquelles les femmes ne veulent pas accepter ce traitement substitutif à la nicotine pendant la grossesse et les raisons pour lesquelles il y a une mauvaise compliance. Nous avons l'intention de faire 2 essais pour regarder d'abord si elles ont augmenté l'utilisation de ce traitement substitutif et de voir ensuite si ça fait une différence au taux d'arrêt du tabagisme en général. Donc, nous voulons mieux utiliser une intervention qui existe déjà, mais qui est sous-utilisée en Grande-Bretagne à l'heure actuelle. En conclusion, je voudrais dire que si, en tant que praticien, nous voulons aider les femmes enceintes à arrêter de fumer, une chose simple à faire, c'est systématiquement de leur offrir un soutien, un accompagnement efficace, pas seulement une fois, mais à différents moments au cours de la grossesse. Parce que ça fera que même à la fin de la grossesse, elles seront encouragées à arrêter de fumer et certains arrêteront de fumer constamment. Beaucoup de personnes ont des préoccupations à consommer de la nicotine, ce qui paraît idiot parce que normalement elles fument, donc il faut répondre à ces préoccupations de leur part. Ensuite, je vous remercie infiniment. Nous sommes passés rapidement en revue sur la question du tabagisme et de la grossesse et j'espère que pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est quelque chose qui vous a quand même donné matière à réflexion. Merci beaucoup. Avez-vous des questions dans la salle? Oui, Maria, je crois qu'il faut aller au micro. Je vais poser ma question en français si c'est traduit. Merci pour votre présentation. Dans une étude qu'on a menée dans un échantillon représentatif de femmes enceintes en France, on a trouvé que le facteur le plus fortement associé à la reprise du tabac après la naissance était le tabagisme du conjoint. Et donc, je voulais savoir si vous avez aussi mis en place des interventions pour essayer de faire arrêter toute la famille. Merci pour cette question. Eh bien, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous nous sommes penchés encore, à ce jour, en tout cas, à Nottingham, cette question du partner smoking, du fait que du tabagisme du partenaire. C'est une question considérable, à la fois dans la grossesse et normalement. On pourrait considérer cette question avec une intervention basée sur la famille au début de la grossesse, mais c'est quand même quelque chose de difficile à faire. Et à ce jour, ça dépasse les ressources dont nous disposons. Une autre question? Oui, bonjour. Moi, je travaille dans un SSR et j'anime un atelier sur le tabac avec plusieurs patients. Et beaucoup de femmes me racontent leur histoire du tabac et grossesse. Et comme quoi elles demandaient à leur gynécologue un sevrage et que beaucoup de gynécologues refusaient ce sevrage en disant réduisez, ce sera suffisant. Donc je trouve ce qui manque un petit peu dans ce que vous proposez, c'est aussi la formation du premier médecin qu'elle rencontre lors de la grossesse, quoi. C'est pour qu'il y ait déjà que ça puisse commencer à ce moment-là et qu'il y ait une alliance qui soit faite à ce moment-là. Vous voulez répondre sur la formation qui est peut-être beaucoup plus développée au Royaume-Uni qu'en France, sur l'aide au sevrage?
En particulier des gynécologues, oui. Oui, en particulier des gynécologues. Ou des sages-femmes. Merci. J'aurais bien aimé mieux parler le français. Le problème avec les professionnels de la santé qui ne véhiculent pas des messages cohérents pour encourager les femmes à arrêter de fumer est un gros problème au Royaume-Uni comme bien d'autres pays de par le monde. Le plan que j'ai décrit est en fait géré par des assistants, par des sages-femmes. Et les obstétriciens sont rarement impliqués. Mais si on ne nous envoie pas les femmes, il est important aussi que les médecins eux-mêmes adoptent ce programme et essaient de favoriser la cessation du tabagisme pendant la grossesse. C'est un point extrêmement important. Je ne suis pas très impliquée à d'autres niveaux, mais il est impossible de ne pas impliquer les médecins pratiquants. Il faut impliquer tout le système afin d'identifier les fumeurs. Ainsi, les spécialistes doivent connaître le problème et doivent soutenir le programme, quitte à ne pas être personnellement impliqués. Oui, je voulais savoir pour les femmes qui consomment 60 à 90 cigarettes par jour, ce qui est rare mais qui existe, est-ce que l'utilisation des traitements par nicotine en augmentant le nombre de patchs hors AMM a été étudié? Est-ce que vous avez des données sur le risque pour le fœtus d'utiliser 2 ou 3 patchs pour diminuer cette consommation chez les femmes qui sont des fumeuses très importantes? Merci. Si je rencontre une femme qui fume 60 à 90 cigarettes par jour et qu'elle est enceinte, je serais très, très préoccupée. Et je pense qu'il serait légitime d'utiliser une dose plus importante de nicotine. Il y a une revue systématique qui s'appelle faite par Charlotte Hiscox. C'était publié dans Addiction. Et l'auteur a étudié les niveaux et les concentrations de nicotine dans le sang après avoir fumé et chez la même femme après avoir utilisé autre chose, un patch, un substitut. Et en général, la quantité de nicotine est moindre avec un patch que si on fume chez la femme enceinte. Donc, je pense que si on utilise plus de patch, la femme ne sera pas exposée à davantage de nicotine et l'exposition diminuerait par rapport à toutes sortes d'autres toxines dont je n'ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps. Mais on parle des hydrocarbones polycycliques aromatiques, des substances qui sont dégagées lors de la combustion et qui ont un impact sur le poids à la naissance et toutes sortes d'autres processus dans le corps. Peut-être on pourrait, pensez-vous, faire un nicotine sampling pour les femmes enceintes, parce que ça pourrait être l'occasion d'essayer quelques jours et de voir si ça peut encourager une tentative d'arrêt ou de réduction déjà. Non? C'était pour concilier les deux interventions. Malheureusement, je n'ai pas pu voir la présentation sur cet échantillonnage de nicotine. Mais je suppose que ça permet de montrer aux femmes quelle dose de nicotine elles reçoivent lorsqu'elles fument par rapport à un traitement de substitution. Ça donne un retour rapide pour la femme et ça permet de les influencer. Autre chose pour influencer le comportement, on peut utiliser le monoxyde de carbone exhalé par ces femmes.
Et si vous leur montrez ces taux, en fait, on voit que le taux augmente avec la quantité de cigarettes fumées. Ça permet de montrer aux femmes combien elles fument. Et une fois qu'elles réduisent ou qu'elles s'arrêtent, vous pouvez leur montrer l'impact immédiat. Bon, je vous remercie. Oui, merci. Thank you, Tim. Thank you, Matthew. See you. Merci beaucoup. Thank you.